messieurs, bonsoir. Vous suivez la 2STV. Eh bien, c'est l'heure du journal, un journal diffusé un peu plus tard que d'habitude. Et vous le savez, c'est le sport, le basketball que vous avez suivi en direct et en intégralité. On en parle dans un instant. Le titre, c'est parti. Dans l'actualité ce soir, l'AS Pikine, sacrée championne du Sénégal. L'équipe de la banlieue a battu la Sunéor de Diourbel par 2-0 et elle obtient ainsi son premier titre de champion de Ligue 1 de football. En basket, 30e édition de la Coupe du Maire, le Cibac gagne à l'arraché devant le Duc, score final 66-65. En filles, c'est le Duc qui remporte la 14e édition devant le Diaraf par 63-45. Les détails dans ce journal. Le Forum civil entre dans la danse. Il demande au gouvernement de publier le contrat qui le lie à ArcelorMittal pour respecter le principe de la transparence. Violence électorale, le député Cheikh Diop John tient pour responsable son parti. Selon lui, ces tiraillements ont commencé dans le camp de la majorité bien avant la campagne, une situation que dénoncent ses collègues députés. L'Iran met en garde les pays qui aideraient l'État islamique en Irak et au Levant. Téhéran fait allusion à l'Arabie Saoudite et au Qatar. Toutefois, le président iranien souhaite un cessez-le-feu, souhaite que le cessez-le-feu soit respecté pendant le mois de Ramadan. Voilà, Coupe du monde de football, l'Algérie réalise une bonne opération en battant ce soir la Corée par 4-2. Les Fennecs devront gagner leur troisième match et dernier match d'air de poule pour décrocher une qualification historique en huitième de finale. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Une fois n'est pas coutume du sport pour démarrer ce journal. L'AS Pikine au Panthéon. L'équipe de la banlieue obtient son premier titre de champion du Sénégal et l'a battu cet après-midi la Sunéor du Diourbel par 2-0. Le match s'est joué au stade Alassane Djigo, plein comme un neuf. Cette rencontre entre dans le cadre de la 26e et dernière journée de Ligue 1. L'AS Pikine représentera ainsi le football sénégalais la saison prochaine en Ligue africaine des champions. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Sport toujours, basket dans l'actualité qui, vous le savez également, nous l'avons dit tantôt, le match vient de se terminer à l'instant même. Voilà, donc avec le Cibac qui gagne à l'arraché devant donc le Duc, le Dakar Université Club, score final 66-65. Ça c'est un homme. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité sur le score de 59 points. Il aura fallu donc une prolongation de 5 minutes pour départager ces deux géants du basketball sénégalais. Et puis en filles, c'est le Duc qui signe son deuxième sacre après celui de 2010, cette 14e édition. Pour cette 14e édition, le Dakar Université Club avait comme adversaire le Diaraf, score final 65-45 ou 63-45. Nous y reviendrons plus amplement donc dans Sport 2S. Rendez-vous est pris demain à partir de 21h. C'est avec Adama Kandé. Toujours dans l'actualité, dernier virage avant les locales du 29 juin prochain, plus la date approche, plus les nerfs s'échauffent, une violence qui ne date pas d'aujourd'hui, selon le député Cheikh Diop John, qui confie en outre que ces tiraillements ont commencé dans le camp de la majorité présidentielle et bien avant même cette campagne, une situation que dénoncent ses collègues députés. C'est un travail de Aram Touré et Liba Saïdir. Cette campagne électorale est émaillée par des actes de violence. Ils sont parfois délibérés et orchestrés, des tiraillements entre militants de camps adverses. Les députés condamnent ces agressions enregistrées sur la scène politique. Nous récusons la violence d'où qu'elle puisse provenir, qu'elle provienne de l'opposition, qu'elle provienne du camp présidentiel, nous la déplorons. Nous considérons que la campagne électorale est un moment d'échange, est un moment de débat contradictoire entre les différentes listes, entre les différents candidats. Mais comme j'ai l'habitude de dire, la violence c'est l'arme des faibles. Et aujourd'hui, je saisis votre micro pour lancer un appel à tous les candidats. Parce que finalement, la violence, on l'a fait vivre à des personnes qui sont nos frères, nos parents. Le candidat de la commune Thiès-Est déplore ces actes. Son convoi a été victime d'une attaque. Le député de la mouvance présidentielle accuse le camp de Réumi d'être derrière ces manœuvres. Toutefois, il révèle qu'il ne restera pas les bras croisés. On a vu le camp du maire sortant, c'est-à-dire le Réumi, s'attaquer à notre cortège. Et nous avons eu un blessé. Faute de bilan, faute de quoi dire au Thiessois aujourd'hui, il se retourne vers la violence. Nous allons porter plainte contre ceux qui ont fait cela. Pour Cheikh Diop John, il y a lieu de prendre des mesures urgentes. Il confie que ces violences ont commencé bien avant la campagne et se poursuivent jusqu'à présent. Ce qui est d'autant plus malheureux, c'est que cette violence
au départ, a été exercée dans notre propre camp, c'est-à-dire dans le camp de la majorité présidentielle et particulièrement dans le camp de l'APR qui est aussi le parti présidentiel. Alors que nous devons donner l'exemple et nous devons avoir la stature de la locomotive et non pas d'un wagon. Aujourd'hui, les parlementaires souhaitent que les forces de l'ordre encadrent les caravanes des politiques et que toutes les manifestations qui portent atteinte à la sécurité des populations soient réprimées. Après les députés, c'est au tour du Forum civil de demander des explications sur le contrat qui lie l'État du Sénégal à ArcelorMittal. Selon cette organisation, le gouvernement doit publier ce contrat pour respecter le principe de la transparence. Nous écoutons Cheikh Tidiane Ba au micro de Baboundour et Pape Samb. Le Forum civil a sorti un communiqué de presse pour rappeler les principes clés de transparence et de bonne gouvernance. Parce que la gestion des affaires publiques doit être faite de manière transparente et de manière placée sur la bonne gouvernance. Parce que l'État du Sénégal, dans sa constitution, l'a affirmé, va placer sa politique sur les principes clés de transparence et de bonne gouvernance. Mais le Sénégal a signé et ratifié la directive de l'UEMOA sur les finances publiques. Dans cette directive, il est fait obligation à l'État du Sénégal de publier les contrats d'exploitation des ressources naturelles, de concession de services publics entre les entreprises minières et entre l'administration publique. Et nous avons fait un communiqué pour demander à ce que tous les contrats d'exploitation, ce contrat doit être fait en toute transparence. L'accès à l'information doit être garanti, notamment pour le Parlement et également les citoyens. Les citoyens devront connaître la teneur de ces conclusions du contrat entre l'État du Sénégal et ArcelorMittal. Et combien a été versé. Et l'argent qui suppose être l'argent qui doit être versé à l'État du Sénégal doit respecter les procédures normales des finances publiques. On doit saisir le Parlement pour que le Parlement puisse voter une loi de finances rectificative afin que ces fonds-là puissent être logés dans les caisses du Trésor. C'est ce que le Forum civil a fait. Ça, c'est l'orthodoxie réglementaire qu'un gouvernement, que dans un État de droit qu'on a respecté. Parce que le Sénégal est parti sur des directives, notamment sur les finances publiques, la directive de l'UEMOA 2009, qui a été adoptée par le Sénégal en 2012. Le Djogé, c'est le nom du nouveau navire fret acquis par le COSAMA, bateau qui devrait jouer un rôle important dans le désenclavement économique de la Casamance. Ce navire a une capacité de 2155 tonnes. La cérémonie officielle a été présidée par le ministre de la Pêche au port de Ziguinchor. Sur place, Cheikh Tidiane Cissé et Kaba Cissé. Acteurs économiques, autorités politiques, administratives et religieuses étaient tous au rendez-vous à l'esplanade du port de Ziguinchor pour l'accueil de ce nouveau navire fret de 2155 tonnes acquis grâce au COSAMA, au COSEC et à la BNDE. Un navire cargo venu à son heure pour le désenclavement économique de la Casamance. Donc je salue cette initiative du COSAMA d'acquérir le Djogé, appuyé par le COSEC et la BNDE, pour le désenclavement économique, la circulation, le transport de la marchandise qui va permettre aux PME, aux petites et moyennes entreprises, à nos mamans qui collectent les fruits, les légumes et à nos pêcheurs qui prennent le poisson, de le transférer vers la capitale nationale et plus tard vers l'Europe. Tout cela va permettre une fluidité de ce commerce maritime. En réalité, nous sommes en train de créer une nouvelle autoroute maritime entre la Casamance et la capitale nationale. La mise en service de ce navire cargo dénommé Djogé est plus que révélatrice de l'ambition du chef de l'État et de son gouvernement de faire de la Casamance un pôle de développement économique. On laissait entendre certaines personnalités de la région sud. On sent que l'État pense à cette région et veut contribuer justement à ce que l'économie s'instaure dans cette région. Il y a des centaines de voitures qui attendent là-bas au bac pendant une semaine, pendant 15 jours, pendant plus de 20 jours. Et cela joue énormément dans le circuit normal de l'économie. Avoir cet instrument économique, mais vraiment nous ne pouvons qu'applaudir. Et nous allons continuer à développer la Casamance sous l'autorité et les orientations du président Macky Sall dans son plan Sénégal émergent que nous avons décliné dans notre programme Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor en Ziguinchor émergent. Aujourd'hui, nous faisons les prévisions pour la Casamance à peu près de 600 000 tonnes de cajou qu'il faut aussi transporter. Je crois qu'au-delà de la Casamance, il faut voir l'Afrique de l'Ouest. Je crois qu'aujourd'hui, ce COSAMA peut aller plus loin dans le désenclavement, dans l'appui de l'opérateur sénégalais, dans l'appui aux économies
à l'économie sénégalaise. Après le jogging, l'attention des populations reste braquée sur le mois de juillet, mois annoncé par le chef de l'État pour le renforcement du désenclavement de la Casamance avec la mise en circulation de 2 autres navires, à savoir Agen et Djamboni. Allons à la découverte du quartier Nguinch, c'est dans la commune de Thiès. Là-bas, les populations commencent à perdre le sommeil à l'approche de la saison des pluies. La localité est souvent frappée par des inondations à cause d'un manque de canalisation. À cela s'ajoute le paludisme qui sème la pagaille dans cette cité. C'est un reportage de Gustave Emmanuel Faye. Cette végétation luxuriante où les grandes arbres et hautes herbes s'imposent ressemble à celle de la Casamance. Seulement, elle pousse en Nguinch où d'éternels inondés sont laissés pour compte et vivent leur quotidien dans le désarroi et l'angoisse. L'État du Sénégal ne nous a pas aidés. Bon, la cause de ces inondations, c'est d'abord l'arrêt des chantiers de Thiès qui nous a causé vraiment ces désagréments. On accuse toujours la source, mais la source n'est pas méchante. C'est les eaux de pluie qui n'ont pas ruisselé comme d'habitude. Et nous sommes dans ce désagrément depuis 2007, après l'arrêt des chantiers de Thiès. On nous a vraiment créé ce qu'on appelle une fin de canal facultative, avec l'avènement des 2 voies. Et voilà réellement ce qui se passe. Et d'ailleurs, j'en profite pour vraiment faire appel au préfet pour une intervention, pour un poudrage. Parce que nous sommes là devant le centre horticole, vous voyez les herbes et tout ça. Alors, il y a là, vraiment l'approche des eaux de l'hivernage. Alors, il y a le palu, il y a tout. Fatigués d'attendre des promesses non tenues, les riverains ont construit des ponts de fortune sur fonds propres, mais cela n'a pas suffi. Certains ont déserté leur maison et le centre horticole de Thiès est rayé de l'espace géographique. Cependant, ordures ménagères, eau stagnante, verdâtre et nauséabonde font bon ménage, une situation qui favorise le paludisme. Ce qui fait que s'il y a maintien de l'eau dans cette zone, la pullulation des insectes ne va jamais cesser, ou bien la multiplication des insectes ne va jamais cesser d'augmenter, ce qui fait que cette zone-là sera et reste toujours une zone endémique pour le paludisme. Les populations de ce quartier demandent au gouvernement du Sénégal de régler ce problème avant les premières pluies. On dirait qu'on a nommé un ministre chargé des inondations pour Dakar uniquement. Les autres régions n'en font pas partie. Et c'est là le problème. Parce que le problème de Nguinch, ça dure plus de 5 ans, on parle du même problème. On a toujours dit que le problème de Nguinch vient d'une source qui part dans la mission catholique, de la mission catholique. Mais jusqu'à présent, personne parmi nos gouvernants n'a daigné vraiment poser ses pieds là-bas pour s'enquérir de la situation, pour nous donner vraiment une résolution durable et fiable. Donc, le problème de Nguinch va toujours demeurer. La source coule en permanence dans le quartier. Les fosses septiques, ça n'existe même plus dans les maisons. Les gens ont des problèmes. Vraiment, nous demandons à l'État, à nos dirigeants, de venir régler ce problème d'une manière définitive. Au lieu d'attendre l'hivernage, pendant qu'au moment où la population vraiment patauge dans les eaux pour venir jouer le sapeur-pompier. À quand la fin de ce calvaire? Un reportage signé Gustave Emmanuel Faye. Après Nguinch, allons à Dimat Djeri, une localité située dans le département de Podor. Là-bas aussi, les populations ne font pas la fête. La localité souffre d'un manque de structures sanitaires. Du coup, les malades sont obligés de parcourir une longue distance pour allier la ville. C'est pourquoi les fils de ce terroir vivant en Italie ont décidé de leur offrir une ambulance et réhabiliter le poste de santé. Suivant ces réactions au micro de Moussa Ousmane Diagne et Abdou Boy. Aujourd'hui, dans tout le Sénégal, je ne dis pas seulement dans tout le Sénégal, dans tout le monde, les gens ont besoin d'un secours sanitaire. Et une ambulance sert toujours à secourir des personnes qui sont en détresse, qui sont dans des difficultés, qui doivent être transférées dans certains hôpitaux ou dans certains postes de santé pour des premiers soins. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dimat a eu la chance d'obtenir cette ambulance, issue bien sûr d'un don, c'est-à-dire d'un service de AFI. Les distances sont assez éloignées et pour soulager, comme je l'ai dit tantôt, les malades. Donc il est bon des fois pour certains cas critiques de pouvoir les évacuer dans les centres où les plateaux techniques sont plus élevés. Donc c'est la raison pour laquelle l'acquisition de cette ambulance est
est venu à son heure et permettra aux besoins, n'est-ce pas, de faciliter ces évacuations sanitaires et nous éviter les évacuations sanitaires calamiteuses. C'est vrai, les écoles, il y a des écoles quand même délabrées, ils ont fait leur âge pour certains, mais l'association s'investit toujours dans la construction d'infrastructures sociales telles que les écoles, les cases de santé et autres. Alors cela, nous nous avertissons toujours à essayer de moderniser nos installations. Retour sur la journée mondiale de lutte contre la désertification. C'est la forêt de Mbao qui a abrité la cérémonie officielle. L'objectif est de pousser les détracteurs de la nature à mieux prendre conscience du danger qui guette la planète. L'édition de cette année s'est tenue sur le thème « Rendons les terres résistantes au changement climatique ». Les explications d'Assane Diop et Oumar Niang. La forêt classée de Mbao a abrité la cérémonie nationale de la journée mondiale de lutte contre la désertification. Les populations des 8 villages riverains de la forêt classée et tous les acteurs et partenaires qui participent à l'aménagement de cet espace ont participé au plaidoyer sur ce fléau. Le représentant du ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait l'invite à méditer sur la réflexion de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui disait « Les sécheresses sont difficiles à éviter, mais leurs effets peuvent être atténués. Le prix de la préparation est minime au coût des secours en cas de catastrophe. » Il en déduit que nos pays doivent s'adapter aux situations. Je voudrais vous inviter à méditer la réflexion de M. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui disait, je le cite une fois de plus, « Les sécheresses sont difficiles à éviter, mais leurs effets peuvent être atténués. Le prix de la préparation est minime par rapport au coût des secours en cas de catastrophe. Passons donc de la gestion des crises à la préparation aux sécheresses ainsi qu'au renforcement des capacités d'adaptation. » La représentante du directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et grands travaux a demandé aux acteurs de communiquer sur la valorisation de la forêt de Mbao à travers la mise en œuvre d'un code de conduite consensuel sur sa gestion. La mise en œuvre d'un code de conduite consensuel amenant l'ensemble des acteurs qui utilisent cette forêt à davantage s'impliquer dans la gestion de cette forêt qui est leur forêt, mais pas la forêt de l'APIX, ni la forêt de quiconque, mais beaucoup plus la forêt des habitants de Mbao, qui sont les premiers acteurs à bénéficier des ressources économiques et potentielles produites par cette forêt. Un code de conduite qui appelle plus au développement des réflexes éco-citoyens, comme nous y invite le directeur général de l'Entente Kadakar. Pour ce dernier, il faut développer des attitudes responsables, accompagner l'État et les eaux et forêts à aller vers la valorisation de 1800 tonnes de déchets produits par jour dans la région de Dakar. On a 1800 tonnes de déchets tous les jours qu'on produit à Dakar. Il est possible de les valoriser. Je pense que si aujourd'hui le ministère prend cette chose-là en charge, on pourra créer la synergie qu'il faut pour aller vers la valorisation des déchets. Et peut-être même le faire dans la forêt de Mbao, de faire engrais, forêt effectivement, le maraîcher effectivement de l'utiliser. Rappelons que la cérémonie officielle de la journée a été précédée d'une visite de terrain de la forêt de Mbao. Ainsi, tour à tour, des sites comme le grand bassin du Marigot de Mbao, la mare exutoire, une plantation agroforestière, des ruchers de Cambre et le bassin qui abrite le trop-plein d'eau de ruissellement de la banlieue ont été visités. Le drapeau national présenté aux 1300 élèves de la 41e promotion du concours de police, une première étape après 3 mois de formation. La cérémonie officielle a été présidée par le directeur de l'école de police. Les précisions d'Alun Kébé et Oumar Niang. Ils sont au nombre de 1300 élèves constituant la 40e promotion de l'École nationale de la police et de la formation permanente à être en contact direct pour la première fois avec l'emblème de l'établissement. Occasion pour ces nouvelles recrues de prêter serment devant le drapeau national du pays auquel ils doivent servir. C'est le symbole de la nation, puisque l'homme de tenue, ce que fait le drapeau sur l'homme de tenue est différent de ce qu'il fait sur autre personne. C'est un engagement à notre fort intérieur. On doit connaître la signification du drapeau national. Et ceci d'ailleurs, c'est valable pour tous les citoyens d'ailleurs. Quelles que soient les difficultés, quand vous pensez au drapeau, la signification du drapeau pour la nation sénégalaise, vous devez vous démultiplier pour en tout cas réussir les missions qui vous sont confiées.
Cette cérémonie de présentation du drapeau, présidée par le directeur général de la police nationale, s'inscrit en droite ligne avec la tradition de cet établissement de la police. C'est une occasion pour le directeur de l'école de rappeler aux élèves les défis et les enjeux sécuritaires qui les attendent. Comme vous le savez, le policier est jugé avant tout par sa tenue, son attitude et son langage. C'est très important. Sa mission consiste à aider, à éduquer, à renseigner et enfin réprimer. La répression doit venir en dernier lieu. Par exemple, à l'occasion des manifestations, nous ne sommes pas en face des ennemis, mais des citoyens peut-être momentanément égarés, qu'on doit remettre sur le droit chemin. Donc c'est des citoyens comme nous. Et donc notre rôle, c'est de participer en tout cas à l'encadrement, à l'éducation, donc pour les inculquer en tout cas les actes civiques qui font avancer une nation. L'école qui depuis 1975 a reçu et formé plusieurs générations de policiers regroupe depuis le mois de mars dernier 4 sections comportant des agents de police, des sous-officiers, officiers et commissaires qui vont subir une formation pour une durée de 2 ans pour être aptes à entraîner leur premier galon dans la hiérarchie de la police nationale. Et autour de la Belgique. J'ai voulu faire un album différent parce que au niveau du Sénégal hip-hop en général, la musicalité ne fait pas la particularité. Donc j'ai voulu aller et trouver vraiment des collaborations. Donc c'est pourquoi j'ai travaillé avec plusieurs producteurs. Je n'ai pas seulement travaillé l'album dans un studio. J'ai travaillé dans plusieurs studios avec les Takeifa, avec Ahmed Diop, avec Northwest Undercover, Dixa, même Jimmy Bay. Donc on a un album avec vraiment une musique éclectique. Et c'est ce que j'ai voulu avoir par rapport à cet album-là. Un album d'ouverture avec des artistes très prisés. À l'heure où le monde bouge, il offre aux jeunes une vision sur eux, sur les réalités, mais aussi les misères. Et ces cicatrices célèbrent toutes les personnes, des plus faibles aux plus forts. Mandarga, 17 titres, un album signé Mamas. Bonne chance à vous Mamas et toute, on va dire, l'équipe qui vous accompagne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la 2STV.